bonne année à tous mes confrères de la RTB. J'adore cette maison. Ah oui. C'est notre média à nous. Super. Voilà, j'aime beaucoup ce que la RTB fait. Je ne le dis pas parce que je suis invité à Apéro. C'est un média super professionnel. Oui. En témoigne tous ces prix au Galian. Il y a une rigueur que j'aime beaucoup. Et l'Apéro, c'est une très belle idée. Merci voilà, beaucoup. félicitations donc à l'ensemble des responsables de la RTB d'avoir mis sur pied cette émission, en plus des programmes attrayants qu'il y a déjà. Oui. Ils nous ont vraiment fait confiance. C'est vraiment de leur dire merci. Et j'aime beaucoup l'équipe. Je vous suis tous les jours. J'envoie quelques messages. Il faut préciser que M. Richard Thielé ne manque pas un seul numéro de l'apéro. Il ne manque pas à tout moment d'envoyer des messages quand il suit une émission. Il donne son avis sur l'émission. Et merci encore pour cet intérêt. Merci pour cette estime. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça. Téléspectateurs qui vous disent je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui peut-être n'ont pas peut-être ce réflexe de pouvoir faire le retour de l'information, nous dire ce qu'ils pensent. Et c'est ce que nous attendons. Nous voulons justement des critiques. Des critiques allant dans le sens de nous permettre de nous améliorer. Et c'est ce qu'on attendait des gens. Et comme vous le faites, aujourd'hui, un aîné, vous avez tracé le chemin, nous sommes sur le chemin. Et si aujourd'hui, malgré le fait que vous soyez notre aîné, vous prenez le soin de vous asseoir, nous suivre de bout en bout et de partager avec nous ce que vous pensez, ce que vous ressentez, dans le but de nous faire grandir, eh bien, vous êtes pour nous une belle âme. Et c'est tout ce qu'on attend. C'est ce qu'on appelle, les grands esprits. Au lieu de passer leur temps en tant qu'aînés à vouloir donc mettre des plombs dans les ailes des jeunes, je vous assure que ces genres d'aînés, on n'en a vraiment pas besoin. Et ça, c'est clair. Voilà, ils penseront ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas un problème, c'est notre avis. Non, comprenez ces aînés. Bon, je ne suis pas exceptionnel. Hein. Oui, je vous suis. Et je prends du plaisir. Oui. Ce n'est pas au niveau de la télévision nationale seulement. Oui. Bien sûr. Voilà, et au niveau des autres médias, je n'hésite pas. Oui. Mais il se trouve que vous avez des petits frères très talentueux qui écoutent. Oui. Au-delà de leur talent, ils sont déjà au départ très talentueux. Mais il y en a aussi, c'est pas simple. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous faites des remarques, vous êtes perçu comme celui-là qui est un peu imbu de sa personne, un peu trop fier. Moi, je me déplace dans les organes. J'ai aucun problème avec ça. Je suis allé voir Jackie à Canal Arc-en-Ciel, à la radio nationale, on a échangé. Je vais voir, je me déplace et puis je vais... Parce que ce que les gens oublient parfois dans notre métier, nous sommes une sorte de vitrine pour la promotion de notre pays. Je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux un confrère journaliste d'un pays que je ne citerai pas, qui est tourné en dérision parce qu'il a posé une question au sélectionneur algérien. Ça fait rire le monde, on se demande est-ce qu'il est un journaliste. Et du coup, les gens, ce n'est plus l'individu, ce n'est plus le journaliste, c'est même pas le média, c'est le pays. Donc imaginez-vous, RTV, vous nous représentez, tout ce que vous dites à la télé, c'est pris pour argent comptant. Pour ceux qui ne connaissent pas le Burkina, vous êtes une tribune incontournable de la promotion de nos valeurs identitaires. Et là-dessus, ça ne souffre d'aucun débat. Et en cela, ceux qui suivent, les téléspectateurs, les journalistes, les confrères, tout le monde, souvent quand des gens émettent des critiques à votre endroit, quelquefois, parfois, peut-être acerbes, c'est dans le sens, parce qu'ils comprennent l'enjeu médiatique. Voilà. Donc, moi, les jeunes frères, les jeunes confrères, voilà, pour plomber. Non, pas ça. Donc, il y a les jeunes confrères que j'aime bien. Parce que dès que tu leur dis, je suivais ton émission tout à l'heure, là, voilà ce que j'en pense. Il dit, ouais, au fait, je n'avais même pas. Ok, il dit, bon, okay. Ça me fait plaisir à moi d'avoir été utile en donnant. Mais souvent, quand tu le fais, et le retour que tu as, tu es dessus. Donc, ça fait que, effectivement, vous avez beaucoup d'aînés dans le milieu de la communication qui sont réservés à partager leur avis par rapport à un certain nombre de productions. Moi, je suis directeur de publication d'un média, je sais de quoi je parle. Je reçois des stagiaires, je reçois des journalistes. Il y en a qui écoutent, qui sont pour moi une fierté aujourd'hui, même s'ils ne travaillent plus avec moi. Il y en a qui, bon, du coup, ils mettent une barrière. Moi, je n'ai jamais pensé que le diplôme fait forcément l'homme des médias ou le communicateur. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on a comme diplôme à l'université ou dans des écoles, c'est utile. Mais pour moi, l'efficacité, c'est dans la production. C'est clair. C'est le rendu, au fait, le travail fini. Mais il y a des gens qui voient, par exemple, en certains jeunes, des éventuels challengers. Mais c'est de bonne guerre. Mais quand c'est comme ça, dans quel rôle, quand même, quel rôle devrait jouer donc, cet aîné-là? Parce qu'il y a entre aussi le matou et l'enclume. Il y a entre lui, il y a une certaine fierté, il y a une
un complexe, j'allais dire. Mais c'est même bien. Mais souvent, ça ralentit les ardeurs. Voilà, Jackie qui est là, s'il a un aîné qui le prend comme un challenger, un concurrent sérieux, c'est de bonne guerre, c'est bon pour le média. Ça permet aux médias d'atteindre. Ça veut dire Jackie va continuer à travailler. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas des trucs sous-jacents qui pourraient quand même amener à... Non, quand c'est dans un climat sain. Voilà, c'est justement ça la question. Non, quand c'est dans un climat sain, quand c'est fait avec courtoisie, quand c'est fait dans le sens qu'il faut que Jackie, moi en tant que présentateur, animateur de la RTB d'une autre émission, peut-être qu'il n'a même pas forcément la même ligne éditoriale, il faut que je me surpasse. Parce que c'est Jackie en train de prendre la vedette. Tous les jours, c'est lui qui est à la télé avec ses chroniqueurs. Ce sont des superstars. Bon, nous aussi, on va mettre sur pied une émission avec des chroniqueurs et il faut qu'on soit devant apéro. C'est bon. C'est ce qu'on appelle une concurrence saine. Elle est bien. Mais maintenant, bon, quand... derrière ça, il y a des crocs en jambes, il y a des bâtons ou du fer même dans les roues. C'est pas bon pour l'organe et c'est même pas bon. Et quelle attitude adopter en ce qui concerne le jeune? En ce qui concerne le jeune, il faut que lui, bon, il a les désavantages de sa jeunesse. C'est clair. Il a intérêt à être humble. Et avoir une séance d'échange avec l'aîné. Dit cher aîné, franchement, on est ensemble. Que lui, il se fasse petit. Parce qu'il y a des aînés aussi qui ne demandent que ça. Échange de vie d'hypocrisie. Voilà. C'est bon, ça peut paraître hypocrite, mais c'est important parce que tout est communication. Tout est communication. Le fait que le jeune frère, peut-être l'aîné n'attend que ça pour lâcher prise. Parce qu'effectivement aussi, il y a des jeunes qui sont talentueux et arrogants. Si tu es talentueux, tu es sûr de ton talent, tu es la star à Ouaga, et que derrière ça, tu n'as pas une dose d'humilité, ça frustre un peu. Est-ce que ça suffit pour réussir? Va venir tuer ton talent. Ça suffit pour réussir quand tu es talentueux. Non, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Le talent seul ne suffit pas pour réussir. Je prends un exemple. Et puis quand on dit une réussite, par exemple Jackie, parce que le mot est lâché, il est très important. Quand on parle de réussite, l'apéro est une réussite. L'administration de la RTB a osé. Aujourd'hui, c'est une émission qui tient la route. Sinon, au bout d'une saison, c'est fini. Il y a des émissions qui meurent nez. Voilà, ça y est, vous irez voir vos responsables, ils vous diront que dans les archives ou bien dans les cartables chez eux, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour. Déjà, imaginez, lancer le processus et commencer à tenir sur une certaine période, c'est une prouesse. Et puis les gens, quand ils regardent Apéro, il y a vous êtes les visages connus, le côté visible de l'iceberg. Mais que dit de ceux qui sont derrière? Les techniciens qui sont de l'autre côté de la régie. C'est un groupe énorme. Et quand on parle de réussite maintenant, Jackie a beau être talentueux, il doit sa réussite à des chroniqueurs, il doit sa réussite à la technique, parce qu'il suffit que quelqu'un là-bas n'aime pas la tête de Jackie pour que le cadrage soit d'un tout autre genre. Le micro soit fermé. C'est pourquoi on dit une chaîne de télévision. C'est tout un circuit. Donc il y a l'administration, il y a tout. Donc voilà un peu. La réussite, tu peux être talentueux, tu peux être un sacré bosseur, entre guillemets. Et si une fois tu n'as pas cette humilité, ce désir aussi de se remettre permanemment en cause. Une vraie humilité. Voilà, il faut se mettre en permanence en cause, être humble, accepter qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et que demain l'apéro c'est un autre numéro. Et que les succès engrangés à l'apéro hier ne seront pas forcément les mêmes succès en perspective. Comme une faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, on a demandé souvent à certaines personnes d'être humbles à tel point qu'ils se sont renfermés dans leur cocon, comme Adèle le dit souvent. On est humble, on ne veut pas de trucs. Mais souvent, quelque part, il y a l'arrogance. Bon, l'arrogance bien maîtrisée, quand même, un peu atteinte. On a vu quand même dans le football, où des joueurs... Voilà, on a dit, il y a la fédération, c'est des joueurs arrogants, indisciplinés, mais quand ils sont sur le terrain, c'est des prouesses. Non, si, je partage totalement cet avis, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que il y a le fait d'oser, de dépasser les clivages, de foncer, et il y a le fait d'être arrogant. C'est ça. Si vous êtes arrogant, ça veut dire que vous cassez un principe de travail qui est cher, qui fait partie de nos valeurs en tant qu'homme des médias. C'est-à-dire que l'éthique, la déontologie. Par exemple, vous ne pouvez pas venir à Apéro sous le prétexte que vous êtes connu
vous êtes des stars, nous on vous félicite en ville, et que quand vous rentrez ici, que vous ne puissiez pas dire bonjour aux responsables techniques. Oui. Moi, je vous ai vu là. J'étais là tout à l'heure, j'ai dit voilà, c'est ça en fait que beaucoup ne comprennent. Le secret de la réussite d'une production, à mon avis, radiophonique ou télévisuelle, réside dans l'ambiance qu'il y a hors caméra, hors antenne. Je vous ai vu. J'ai vu un peu l'ambiance avant. Comment vous voulez retirer? Moi, je venais, j'avais peur, mais voilà, parce que vous m'avez rassuré, je suis venu. Je suis à l'aise et je vous ai trouvé tout gai. Quand il y a un clip qui passe, les gens n'imaginent pas comment vous êtes complices. Oui. Et il n'y a pas d'arrogance. Donc, l'arrogance constitue... Maintenant, il y a le désir d'aller au-delà des clivages. Parce qu'il y a des... Peut-être vous avez des rubriques que vous voulez insérer dans l'apéro. Et ces rubriques-là, connaissant votre environnement, parce que c'est ça aussi l'homme des médias, savoir dans quel environnement on est. Ce qui passe à l'apéro ne passera pas dans un pays voisin, ou vice-versa. Donc, si vous avez des rubriques et qu'au départ, on ne vous comprend pas, vous tenez à ces rubriques-là, et qu'avec le temps, on vous donne votre carte. Si c'est ça l'arrogance, moi je dis, mais soyez arrogant. C'est la bonne. Ça, c'est la bonne. Merci beaucoup, Richard Téné. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Richard Téné. Très éloquent et vraiment plein d'enseignements. C'est pour ça que je te dis que nous avons un grand frère tant adoré. C'est un très bon client. Aujourd'hui, j'ai envie de demander à la production de nous accorder encore 2 heures de temps parce que c'est vrai qu'on n'a pas très souvent le temps de l'avoir. On a souvent le temps juste d'écrire 2 minutes. Bien sûr. Alors, grand frère, le métier de journalisme pour vous, vous êtes intéressé en regardant les autres ou vous êtes venu par passion déjà? Bon. Je vais répondre à la question, mais je n'oublie pas qu'il y a une question. Si on ne répond pas, les téléspectateurs vont nous en vouloir. Si Tahirou Bari a dit hier que à la il y a beaucoup de raccourcis. Non. Par rapport aux questions que je posais. Il y a une chose que les invités... Moi, je me mets d'abord toi, je suis journaliste. D'accord, ok. Il y a une chose que les invités doivent comprendre une fois qu'ils passent dans un média quelconque. Télé, radio, presse écrite, presse en ligne. Le tout n'est pas la question. Le tout réside dans la réponse que tu donnes. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé les questions hier. Oui. J'ai pensé un temps qu'on était dans un débat hautement politique, avec des sous-entendus que peut-être un journaliste classique n'aurait pas posé, parce qu'il se mettrait une certaine réserve. On est souvent tellement enclin à cette notion d'éthique et de déontologie qu'il y a des questions, on se dit, bon, nous, professionnellement parlant, qu'est-ce que les confrères vont en penser? Mais à l'apéro, il n'y a pas ça. En fait, tu viens, c'est l'apéro, tu as décidé de venir prendre l'apéro. Donc, sois prêt à ce que ce soit un débat ouvert. Donc, non, je ne pense pas. Je pense que vous êtes je ne dis pas pour vous flatter, parce que je sais qu'il y a, avant de me recevoir, vous avez préparé l'émission, je vous ai envoyé de la documentation, c'est sérieux. Et puis, c'est parce que vous connaissez l'invité. Quand l'invité vient, vous faites une idée de qui il est, vous connaissez son parcours. Donc, s'il y a des questions, privées ou pas, maintenant, il appartient à l'invité de répondre ou pas. Mais dit que c'est des raccourcis, bon. Vous ne partagez mais c'est pas son forcément. avis que je ne partage pas forcément. Mais c'est son avis. D'accord. Alors, pour répondre à notre question à présent, M. Téné, alors, le journalisme et vous, pour dire un peu comment vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'est suite donc à l'observation de certains aînés ou des personnes qui ont été brillantes dans ce secteur qui vous ont inspiré, ou bien vous êtes allé par effet de mode, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes intéressé au journalisme déjà? Bon, moi, c'est comme peut-être certains parmi vous ici. C'est-à-dire que tu es un gamin et puis tes parents sont gentils. J'ai eu la chance. On a une télé blanc-noir dont je regarde à l'époque. Donc on est une génération de la télé parce qu'on a certains aînés qui n'ont pas eu cette chance-là, qui sont devenus par la suite passionnés de... Voilà. Le Burkina, c'est une grâce aussi. Et puis il faut en cela reconnaître le mérite de nos autorités. On fait partie des pays en Afrique à avoir la télévision en très 1963, oui, la radio en 59. Oui, c'est à saluer. C'est-à-dire que les gens ont compris l'enjeu médiatique. Et donc moi, je regardais la télé et puis je suivais le journal. J'étais à l'école primaire et ma mère, qui était chaque fois occupée à faire la cuisine, s'intéressait aux informations mais elle ne pouvait pas suivre. Donc il fallait lui faire le point. Et il fallait suivre le journal.
le dessin animé ici, mais à côté, le journal télévisé. Donc, tu lui fais le point. Voilà, il y a ici, le président Sankara est passé par là. Comme une sorte de revue de presse. Comme une sorte de revue. Mais au-delà de cette revue-là, après, il y a ma mère qui tient une messerie. C'est un endroit où elle vend des articles pour la couture, pour les couturiers et les stylistes. Donc, là-bas, les papiers emballages sont les invendus de la presse ivoirienne. Bien sûr. Donc, moi, à ses côtés, c'est moi qui devais aller acheter 3 journaux à 25 francs. Ce sont les invendus. Donc, il voit soir, il voit dimanche, fraternité matin. Je les lis à l'école primaire. Wow. Voilà. Donc, et quand je vais acheter ces journaux-là, souvent les clients viennent pendant que je suis en train de lire, mais on m'arrache certains numéros de force, quoi. Et quand je repartais pour acheter, je faisais attention aux dates. Ah, ça, j'avais déjà lu. Ça, voilà. Donc, j'ai commencé à m'intéresser très tôt, voilà, à la presse. Et j'ai plein d'exemples. Ouais, au Burkina, avec les aînés, les Yakuba, au Drago, j'ai les Pascal Yembouani Tombiano, l'actuel directeur général. Ouais. Et certains même sont des confrères qui pour moi sont des exemples aujourd'hui. Voilà, Évariste Kombari, même Emmanuel qui est à peu près de ma promotion. Pas quand j'étais gosse. Je veux dire que c'est des gens que je prends du plaisir aujourd'hui à suivre. Donc, c'est là toute l'histoire. J'ai commencé, je suis rentré dans le bain tout petit. Alors, Monsieur Tiéné, nous avons une photo de vous qui va nous ramener un peu dans le temps, votre enfance ou l'adolescence. On va revoir cette photo. J'aimerais savoir comment était l'ambiance au sein de votre famille. Est-ce que vous étiez le seul garçon? Parlez-nous un peu de la fratrie et puis de l'ambiance familiale. Alors, on va revoir cette photo avec la réalisation. Et vous pouvez aller. Voilà. Et ça, déjà, c'est à quelle période, s'il vous plaît? Voilà. Je suis en classe de ce 1. D'accord. Il n'a pas changé. Voilà. Et je suis... on fait des photos pour tous les élèves. Il y a une grande photo et puis 4 photos d'identité. Là. Et puis, cette photo-là, quand vous... La version papier, quand vous la retournez, je vois encore ce message de mon grand frère, Richard Tiéné, mon petit frère. Toujours le trait tiré, fâché contre qui même. Derrière cette photo. Derrière la photo. Voilà. Et le maquillage là, c'est une de mes filles qui s'est amusée là. Elle dit mais non, même si tu es un homme, on va te mettre du jaune à lèvres. Elle a pris. Récemment s'amuser avec. Bon, donc on est 9. D'accord. De la même mère. Wow. 2 filles, 7 garçons. On a 2 filles sont gâtées. Les princesses. Ouais, bon, comme vous. Elles sont pas gâtées ici. Non, elles sont pas gâtées ici. Il y a une seule qui est gâtée ici. Ces deux-là, c'est pas la peine. Vous êtes traumatisés. Vous êtes traumatisés. Non, je pense que Jackie va faire des efforts. On est en 2022. Donc il y a 2 filles, il y a 7 garçons. Malheureusement, on a perdu un de nos frères. L'année passée accidentellement, personnellement. Voilà, donc voilà, c'est une famille modeste, avec des parents, éducation très rigoureuse. On a pu tout vous scolariser? Tout le monde. C'est ce qui est vraiment impressionnant chez le vieux, avec son modeste travail de couturier. Et ce que je regardais, et moi ça m'inspire aujourd'hui, c'est-à-dire tu as le papa qui fait plusieurs choses. Il finit dans son atelier, tu le retrouves à faire des choses, il fait plusieurs choses. Donc ça fait que aujourd'hui, je suis journaliste, mais je ne me contente pas de faire des reportages et autres. Non, je fais plusieurs choses. Comme papa. Bon, je sais, parce que lui, on lui doit beaucoup, on lui doit presque tout. Je sais, les parents nous ont éduqués avec... En fait, c'était pas simple, l'éducation. Moi, j'ai reçu des coups. C'est pas genre une éducation, enfin... Papa était monogame? Il était monogame, mais très, très, très strict et dur avec ses enfants. Même aujourd'hui, il oublie qu'on a grandi. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, chaque fois que tu vas voir papa, et bon, je te dis, quand tu circules, va doucement. À tout le monde. Mais c'est important. C'est important. Voilà, c'est une forme de bénédiction. Je prends du plaisir à aller les voir. Ils sont à Ouaga, tous vivants, Dieu merci. Donc, allez les voir. Allez voir vos parents tant qu'ils sont vivants. Tu regardes en ce moment-là? Bon, probablement. Maman est abonnée à Pérou. Donc, alors, monsieur Tiéné, à présent, quelles sont les valeurs, les vraies valeurs, les valeurs principales pour vous? Des valeurs que vous avez peut-être
hérité et bénéficié de l'éducation des parents ou de ce que la vie vous a donné? Moi, les vraies valeurs, Zé dira qu'on exagère un peu au Burkina, mais c'est une valeur quand même, ça fait partie des attributs de notre éducation. C'est l'humilité. Voilà, il faut être humble. Pour moi, humble parce que non seulement on est de passage, ça part très vite. Voilà, on est là, pas d'arrogance. Quel que soit notre statut, nos fortunes, il faut souvent se dire, la question qu'il faut se poser souvent par rapport à ce que certains appellent le succès ou la richesse, c'est, il faut se demander pourquoi moi? Pas parce que forcément tu es le plus intelligent, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres tout autour de toi que tu ne maîtrises même pas parfois, qui font de toi celui que tu es. Voilà, je ne suis pas le meilleur des journalistes, loin de là. J'ai cette chance-là, peut-être la prière des parents. Et puis c'est pourquoi il faut éviter de fâcher les parents. Ça dit, faut vraiment, moi j'y tiens, chaque jour là, faites tout pour avoir plutôt la bénédiction d'une personne un peu plus âgée que nous. Même si c'est de 2 ans ou d'une année, c'est très important. Pour moi, la valeur cardinale pour un être humain, c'est l'humilité. Tu es fait poussière, tu vas retourner poussière. En attendant, on est comme dans une scène de théâtre. Joue ta partition et quand tu vas partir, il y a une citation que j'adore. Agis de telle sorte que la maxime de tes actions soit érigée en règle universelle. Emmanuel Kant. Ça veut dire tous les jours, fais tout pour être utile, fais tout pour être serviable. Après, moi, il y a ce que j'appelle la loyauté. Je suis très loyal. En amitié, je suis très loyal. Et puis, j'évite l'hypocrisie. Si quelqu'un s'accorde à accepter que je sois critique, qu'on cause, qu'on est vraiment des amis, je peux te dire tout ce que je pense sans état d'âme. Après, si ça gâche notre amitié, j'aurais dit les choses comme je peux te les dire. D'abord, avant de poser ma question, je confirme parce qu'avec notre aîné, on a eu pas mal de séances de travail ensemble. C'est vrai. Et il y a eu des moments où on se disait des choses de façon crue. Et surtout que tu aimes discuter dans tous les sens. Oui, bien sûr, vraiment, mais c'est vraiment une critique constructive. C'est l'occasion pour moi de vous réitérer donc, en tout cas toute mon admiration pour vous. Merci et beaucoup. Vraiment, merci également pour tout ce que vous faites également pour les jeunes également. Alors, vous êtes journaliste et moi quand même, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Vous savez, nous sommes dans un contexte que nous savons tous un peu fragile. Aujourd'hui, les jeunes font du boucan sur les réseaux sociaux. De sorte à peut-être démotiver nos FDS qui sont au front, nos VDP également, de sorte également à mettre en place un climat social délétère. Quelle lecture faites-vous de cela? Mais avant, est-ce que vous êtes d'accord pour la rupture, j'allais dire, d'Internet au Burkina Faso? Avant la première question. Ok. Avant, moi aussi, je vais vraiment rendre hommage, un peu comme vous le faites, je vous suis au FDS. Franchement, souvent, quand je les vois, je vois des convois militaires en partance, quittant Ouagadougou, ou bien que je croise souvent en province. Pour les théâtres je sais qu'ils vont sur les théâtres des opérations, je regarde leurs visages, je les vois tout jeunes. Je dis, au fait, c'est eux, la patrie ou la mort nous vaincrons, c'est eux, au fait. Et ce qu'ils font est énorme. Et puis n'oublions pas, chacun de nous, je ne pense pas qu'il y ait un Burkinabé, bon, parce que nous sommes, vous savez, les ramifications en termes de famille. Donc, je me dis que chaque Burkinabé a au moins un parent qui est FDS. Forcément. Oui. Donc, chaque fois qu'un FDS tombe, c'est un deuil national. Même si le deuil n'est pas officiellement décrété, chaque fois qu'un soldat burkinabé tombe, pour moi, c'est un deuil national. Parce que c'est des humains qui ont accepté d'aller donner leur poitrine pour que nous, on puisse dormir, pour qu'on puisse se retrouver à Piro, pour qu'on puisse produire, pour qu'on puisse penser développement. Donc, je trouve que c'est souvent donc dommage, quand je lis sur les réseaux sociaux, certains messages, parce que les gens doivent comprendre une chose aussi. Nous sommes communicateurs, nous sommes journalistes. On ne peut pas tout dire. Et on est dans une lutte hautement stratégique. Les autorités peut-être pensent faire beaucoup d'efforts. Nous, on ignore ces efforts. Ce n'est pas des efforts sur lesquels on peut officiellement communiquer. Et cette lutte, à mon avis, elle est un peu lâche. J'aurais aimé
j'ai horreur de la guerre. Mais j'aurais souhaité peut-être qu'on soit dans une situation où ils sont en face, on est en face et on s'attaque. C'est autre chose. Mais quand on vient sur des motos, on est 10, 20. On surprend les gens qui sont en train de prier. Quelle que soit leur croyance religieuse, musulmans, chrétiens, on tue tout le monde. C'est lâche. Dans ces conditions-là, il faut comprendre que c'est très difficile pour nos forces de défense et de sécurité de pouvoir agir. C'est vrai qu'on attend beaucoup d'eux. Nos prières, là, c'est-à-dire qu'en tant que Burkinabé, c'est qu'est-ce que nous apportons concrètement dans cette lutte-là? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, quand sur les réseaux, si on ne peut pas concrètement donner une arme aux forces de défense et de sécurité, si on ne peut pas les motiver autrement, à la limite qu'on ne les dénigre pas, ou qu'on ne sape pas le moral des troupes, qu'on ne réduit pas à rien les efforts qui sont consentis. Parce qu'il y a un minimum d'efforts au niveau des autorités, mais comme je le dis, malheureusement, ce n'est pas des choses à communiquer. Si le Burkina Faso doit communiquer sur tout ce qu'il achète comme armement, si le Burkina Faso doit communiquer pour dire, bon, aujourd'hui on est prêt, on va attaquer, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent. Et à la limite, voilà, tout dire quoi, sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Tout comme nous, en tant que journalistes, nous avons la primeur de certaines informations. Mais est-ce que nous sommes... C'est ça, la part des choses entre l'éthique de conviction et l'éthique déontologiquement recherchée, c'est-à-dire ce que le métier impose et ce que toi, en tant que journaliste, tu t'imposes. Bon, la démarcation entre le juste et les justes. C'est ça, il faut faire, donc il faut faire des choix. Surtout ne pas plonger dans l'émotion. Maintenant, la coupure d'Internet, moi je suis contre. D'accord. Parce que je suis partisan de la liberté d'expression. Mais je comprends les autorités parce qu'effectivement, si Internet doit servir à donner la position de nos soldats, à dire que l'armée est en train d'intervenir, ils n'ont qu'à couper un an. Je ne serai pas contre. Parce qu'on est dans une situation de guerre et c'est sérieux. Et c'est tellement sérieux. Voilà, je comprends, je suis d'accord que tous ceux qui critiquent, c'est normal. La gouvernance doit être critiquée par les journalistes, par les activistes, par les citoyens lambda sur Internet. Si je ne suis pas content d'une action menée par mon gouvernement, mais j'ai le clavier, mais je le fais avec quand même un minimum de décence de morale. Parce que j'ai une certaine éducation où le respect de l'aîné est important. Ce n'est pas parce qu'on respecte l'aîné qu'on ne le critique pas. Roch Marc Christian Kaboré, il est le président du Faso. Nous nous contentons de ce que la majorité a demandé. En cela, je suis contre les putsch. Jusqu'à demain, je suis contre les putsch. Voilà. On se comprend. Contexte oblige, je suis contre les putsch. Voilà. Donc, pour moi, tout Burkinabé peut critiquer Roch Marc Christian Kaboré. Tout Burkinabé peut critiquer Lassine Zerbo. Voilà, c'est normal. Mais est-ce que ça se fasse dans la politesse de l'écrit? Bien sûr. Au contraire, ils nous lisent là. Ils nous suivent. Ils suivent à Perrault. C'est-à-dire que si tu as aujourd'hui, Dieu faisant les choses, on a une tribune. Ce n'est plus la RTB ou un média X qui passe l'information. Tout le monde est devenu des relayeurs d'informations. Et puis souvent, je salue souvent certains activistes qui publient des choses qui nous mettent sur des pistes. Ils lèvent le lièvre. On est complémentaires. Sauf que quand eux, ils lèvent le lièvre, nous, en tant que journalistes, il faut faire attention. Parce que vous devez pourchasser le lièvre. Nous, on doit pourchasser le lièvre. Avec la ruse. Voilà. Maintenant, si eux, ils lèvent et en même temps, ils tuent le lièvre, à leur avis, ils ont tué le lièvre, mais en vérité, ils ont tué une personne. Parce que chaque mot, chaque virgule mal placée peut engendrer des conséquences énormes voilà, dans notre vie. Donc, merci beaucoup pour cette contribution, Sandrine Konaté. Waouh, je n'avais même pas envie que vous arrêtiez de parler. Moi, je n'étais pas en contact avec vous, mais je vous promets que dès maintenant, je vous préviens, je ne vais pas vous lâcher. Sandrine, ce sera heureusement que WhatsApp fonctionne. Vous aurez de mes nouvelles tout le temps. Waouh, vous êtes énorme, j'ai envie de dire. Merci, voilà, parler avec une telle sagesse, avec conviction. Et tout. Merci vraiment d'avoir répondu. Merci. Alors, déjà, vous êtes élégamment habillé, le fils du tailleur, du couturier. C'est bien joli ce que vous portez. Est-ce important pour un journaliste d'être élégant?
sur le plan vestimentaire et aussi élégant aussi dans ses propos, dans ses écrits, dans son métier de journaliste? C'est une question pertinente qui me renvoie à mon histoire. L'élégance, on le fait par respect. Non seulement l'élégance, mais la courtoisie. Beaucoup ne comprennent pas, ils font souvent des confusions. Voilà, le journaliste, il se doit d'être courtois avec tout le monde. Ça dit que si tu es journaliste et tu n'as pas de patience, c'est foutu pour toi. Il faut être courtois. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu vas faire une interview, par exemple, quand tu es avec des amis et qu'ils t'invitent à prendre une bière et que tu sais que dans la minute qui suit, tu as une interview, tu déclines la bière parce que tu vas aller faire cette interview-là comment? Et Miché? Non. Tu dans un état euphorique. Dans un état. Et puis quand on s'habille, souvent, c'est pour respecter. À la maison, on est à l'aise. Hein. Oui. Voilà, peut-être que on s'habille en fonction des contextes. Voilà, certains pourront dire, on t'a vu, tu étais élégant, mais à la maison, tu es à l'aise. Tu portes un maillot. À l'aise comment? À l'aise, tu as une culotte. Voilà, c'est ça. Et puis tu as là un short. Et puis avec tes tapettes. Bon, j'étais en 3e année de fac et j'avais un stage obligatoire à faire. J'avais le choix entre ici, la RTV. Je vais citer le média Canal et Canal 3. D'accord. Voilà. Et j'ai dit, mais à la RTB, ils ont déjà des gens trop calés. Hein. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Ils sont seulement nombreux, non seulement nombreux, mais si moi je viens, est-ce qu'on va m'entendre un jour même dans un reportage? Il y a la crème des crèmes ici. La crème des crèmes. Et puis, est-ce qu'on va m'entendre? Est-ce qu'un jour mon reportage a la chance même de passer? Voilà. Et puis j'avais des amis qui étaient déjà venus en stage. Nous, on a pris nos cours de télévision ici. Hein. Quand on est département communication et journalisme de l'université, les cours de présentation télé, c'est sur le plateau de la RTB. Donc, j'aimais beaucoup. Mais je me suis dit, Canal 3 vient d'ouvrir en 2002, en 2003, 2004, moi je fais mon stage là-bas. Je commence le stage sous la direction de Rémi Dandinou. Merci à lui pour l'enseignement. Donc, et un jour il vient et il me dit, pendant qu'on était en montage, j'étais JRI, journaliste reporter d'images. Donc il me dit, écoute, il y a une émission qu'on va lancer qui va s'appeler Panorama. Dans l'émission, tu choisis un de tes reportages, un peu comme envoyé spécial sur d'autres médias, et tu viens, on échange sur l'ambiance, prévalent pendant ton tournage. J'ai dit, ok, je suis tout content, quoi. Maintenant, on va voir ma tête à la télé en tant que journaliste. Effectivement, le premier jour, ça passe intéressant. Ensuite, ça devient intéressant le deuxième jour. Et le troisième jour, je fais un constat terrible. Lequel? Est-ce que moi, j'ai tous les vêtements qu'il faut pour passer chaque fois dans cette émission-là? Je suis étudiant, je n'ai rien. Est-ce que je peux... Et puis, est-ce que je dois aller dans cette émission avec la même tenue que... Celle d'hier et tout. Au final, un jour, il ne le sait peut-être pas. J'ai pris mon courage, je suis allé le voir. Je dis, bon, au fait, moi, il faut que j'arrête la télé. Sérieusement. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, bon, au fait, je dois soutenir. Donc, je dois aller préparer mon mémoire à l'université. J'ai dit, parce que c'est dur. Et mon thème, c'est sur Canal 3. Il faut que j'ai du recul. Si je viens tous les jours, je ne vais pas pouvoir finir le travail. J'ai dit, et puis aussi, pour garder la main dans la presse, je vais travailler sur... il y avait une radio à côté, là. Bon. Allez-y. Radio Pulsar. Voilà. Yaya Boudani, qui était à Canal 3 avec moi. Il est correspondant d'un autre média, RFI. Il me dit, ben, écoute, viens à Pulsar. Pendant ce temps, non, j'allais à Pulsar et j'étais très content. Mais la radio... Je ne vous dis pas dans quelle ambiance on fait. Souvent, tu n'as pas tes boutons. Le générique t'appelle au fait. Si tu veux, assieds-toi, amuse-toi. Le réalisateur, ça l'amuse même quand tu n'es pas concentré. Il ne te voit pas au studio là. Il n'y a pas d'image. Il lance le générique et puis il est assis. Tu es obligé de courir souvent, donc tu es obligé de... Donc comme c'est en radio, mais tu es à l'aise. Tu fais, et puis bon, quand tu passes un élément, tu as le temps de... Voilà, c'est la voix seulement. Tu es à l'aise. Donc l'élégance, c'est important. Conséquence, j'ai quitté la télé pour devenir un pur produit radio. Et j'ai bossé. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille en radio, toujours fais des reportages radio. Parce que pour moi, il n'y a pas... Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je vous félicite. Même si vous avez un budget vestimentaire, c'est compliqué. Il faut tout le temps innover, s'habiller. Donc, un journaliste doit bien être élégant. Par respect
pour ceux qui le suivent, voilà, pour les téléspectateurs. Et puis tu es obligé souvent, c'est même pas seulement la vie que tu portes, même tes chaussures, certains, quand tu pars, ils t'observent. C'est celui-là, c'est lui-là qui passe à la télé là. Il est au marché ici, regardez. Regardez, c'est son vernis. Alors pour terminer, grand frère, rapidement, je termine. Aujourd'hui, on a de nombreux médias. Prenons le cas des télés. On a plusieurs télés qui naissent et qui, voilà, actuellement. Est-ce que vous pensez que ça répond à un besoin donné? Tous ces médias, surtout les chaînes de télévision qui sont là, est-ce qu'il y a le contenu et est-ce que ça répond vraiment à un besoin? C'est un choix politique. C'est le Burkina, après la conférence de la Boule, il fallait ouvrir la conférence de la Boule sur France-Afrique, où nos chefs d'État avaient obligation d'aller vers le pluralisme médiatique. Donc, on est passé des médias publics au printemps des médias privés. Et là-dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a une diversité d'opinions. Voilà, ça veut dire que, par exemple, il y a des gens qui sont abonnés à Apéro, il y en a qui en ce moment sont abonnés sur d'autres émissions. Ça fait que c'est bien pour former le citoyen, pour distraire le citoyen, mais aussi pour travailler sur l'esprit collectif au fait de la population. Donc, c'est plutôt bien. Maintenant, effectivement, là où ça pourrait être difficile pour ces médias-là, c'est quand... Le contenu. Le contenu, qu'est-ce que vous mettez dedans? Exactement. Voilà. Quelle est votre priorité? Sans faire la publicité, sincèrement, moi je suis content, par exemple, qu'on ait des chaînes thématiques comme Burkina Info. Eux, ils décident... Information. C'est un créneau. Nous, on ne fait que de l'information. J'aime bien ça. J'aurais aimé qu'il y ait un média. Bon, nous... Comme certaines radios, culture. Nous, voilà, où je vais faire penser aux parents des Banfora. Vous avez une radio comme Mouillon FM. C'est les femmes. C'est un projet porté par des femmes. En fait, c'est vers cela qu'on doit tendre, plutôt que d'être trop généraliste. Voilà. Chaîne thématique alors. On souffre. Pour rebondir rapidement à ce qui concerne l'habillement, on souffre. Si les gens ne se rendent pas compte, au fait, quand on vous voit le mois avec la même tenue, on commence à vous critiquer, on vous jette en pâture sur les réseaux sociaux, chacun y va de ses commentaires pas très agréables. Ils ne savent pas que c'est très compliqué de travailler à la télé et de s'habiller tous les jours, de se changer, de se maquiller, de se coiffer tous les jours, ce n'est pas donné. Voilà, quand on sait comment ça se passe dans les médias. Alors, parlons de réseaux sociaux, justement. Moi, je souhaiterais savoir, vous savez, Monsieur Tiéné, quand il y a certaines personnes qui viennent vous écrire « Ah, ma journaliste préférée », et moi, je réponds toujours « Je ne suis pas une journaliste, je suis une chroniqueuse ». Est-ce que vous pouvez... Et puis d'autres disent « Mais toi, tu poses des questions quand même à la télé, non ?» Est-ce que, pour une fois... Enfin, je dirais bien une dernière fois pour que beaucoup de personnes comprennent. Est-ce que vous, Monsieur Tiéné, vous pourriez nous donner la définition et le rôle de tout un chacun? Parce que nous, ici, on sait, pour certaines personnes qui nous suivent, parce que je ne dis pas que beaucoup ne savent pas, voilà, c'est quoi un chroniqueur et c'est quoi un journaliste? Est-ce que le chroniqueur fait le travail du journaliste et vice-versa? Est-ce qu'un journaliste peut être chroniqueur? Voilà. Ok. Encore le communicateur pour compléter la question également de Adèle, normalement, parce que... Le communicateur, eux, ils savent. Ils savent déjà. Mais c'est le chroniqueur et le journaliste, là. Beaucoup font l'amalgame. Pour eux, le chroniqueur, c'est un journaliste. Alors, de façon très économique, oui, voilà. précise, Monsieur Richard Tiéné. Je vais être très bref. Voilà. En fait, le journaliste peut être chroniqueur. Oui. Moi, j'ai été chroniqueur. J'ai des confrères qui ont été... Un journaliste peut être chroniqué dans une émission d'un confrère. Oui. Il est à la fois journaliste et chroniqueur. Mais il est possible que dans le cadre d'une émission, le journaliste ou la maison de production fasse appel à des chroniqueurs qui ne sont pas forcément journalistes, mais dont la pertinence des propos fait qu'on sollicite leurs services. Voilà, parce que j'ai été un membre du comité technique pour la délivrance de la carte de presse au Conseil supérieur de la communication. On dit du journaliste que c'est celui qui collecte, qui traite,
l'information et qui participent à sa diffusion et autres. Donc c'est tout. Mais je ne suis pas pour le fétichisme des journalistes formés dans des grandes écoles. D'accord. Mais je suis pour que celui-là qui n'a pas passé par une grande école fasse l'effort de s'auto-former ou de ne pas se gêner pour aller dans une école. Ça fera ça. Il aura un plus que peut-être l'autre qui a été formé dans les grandes écoles quand même n'a pas. Donc le chroniqueur peut être un spécialiste dans un domaine donné. Ici à l'apéro, vous pouvez demander à... Elle est une brillante artiste que je suis, que j'admire, on est amis, elle sait. Elle vient à l'apéro, elle pose des questions parce qu'on estime qu'elle a une part contributive intéressante dans cette émission en tant qu'artiste, parce que de temps en temps, il y a des artistes que vous recevez. Elle connaît, elle connaît le milieu, donc son choix n'est pas anodin. C'est un choix pertinent lié à la production. Maintenant, si en tant qu'artiste, Adèle Rwamba demande une carte de presse au Conseil supérieur de la communication, ils ont un certain nombre de critères qui risquent de l'exclure. Mais, heureusement, il y a un plan B. Elle a droit, en tant que chroniqueur, si elle le souhaite, d'avoir ce qu'on appelle le laisser-passer pour faire son travail. Parce qu'au CSC, il y a la carte de presse et il y a le laisser-passer. Le laisser-passer permet à quelqu'un qui travaille dans le secteur des médias de pouvoir brandir cette carte et avoir accès aux sources d'information. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, c'est très bien. Ça permet également à chacun de savoir où est-ce qu'on peut aller s'adresser pour pouvoir donc faciliter aussi notre travail. Parce que très souvent, c'est vrai qu'on arrive à des événements où on a besoin d'informations. Alors, souvent, l'accès est très difficile. Et surtout, en tout cas, ce matin, moi, je tiens à vous dire merci pour cette information. Et je pense que nous avons cette occasion pour saluer notre grand frère, M. Bamogo, voilà, le Conseil supérieur. J'espère qu'il va prendre des dispositions pour nous faciliter aussi les choses. Vous avez droit à la carte, au laisser-passer. C'est clair. Merci pour l'information. Alors, oui. Alors, allez, on va revenir sur le temps. Oui, on va revenir parce que le temps, voilà. Allez, tout de suite, on marque la pause. Monsieur Thierry, vous allez découvrir le contenu de l'œil de la cité avec Zédiara, qui va se faire le plaisir d'être précis, concis, très économique. Merci beaucoup. C'est parti. Cité, c'est lundi, mercredi, vendredi. Aujourd'hui, nous avons droit au deuxième. Eh bien, cette fois-ci, c'est de l'autre côté de la ville de Sia-Bobo-Dioulasso. Comme je l'ai dit, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, la jeunesse de Bobo-Dioulasso travaille et elle participe activement, donc de façon significative à la gestion de la cité. En témoignent justement les images que nous allons tout à l'heure voir défiler grâce donc à notre ami Fabrice. Il faut dire effectivement que c'est sous l'impulsion donc du dynamique jeune Daouda Sanou que donc les jeunes se sont organisés pour nettoyer le cimetière donc non loin de la route de Banakele Daga. C'est à Bobo-Dioulasso également. C'est un jeune vraiment qui a compris effectivement qu'il faut être utile donc pour la société, que de s'asseoir dans des grains de thé, et discuter en longueur de journée et voir souvent des choses et ne pas réagir. Et je pense que Daouda Sanou a interpellé, donc a organisé donc les jeunes là pour aller justement nettoyer donc les cimetières. Vous savez que souvent les cimetières sont des lieux où on fait du n'importe quoi entre griffes, où on part déverser des tas d'ordures, souvent des cadavres d'animaux et des vidanges, et etc., etc. Donc je pense que ces jeunes-là, vous voyez, c'est des herbes, ils sont allés donc nettoyer avec donc ce qu'on peut peut-être trouver comme serpents et animaux dangereux. Ils ont fait fi de tout ça et ils sont allés effectivement le faire. Et c'est ce jeune-là, Daouda Sanou également, c'est sous son impulsion, le jeune que nous voyons à l'écran, que les jeunes se sont mis à la tâche. Alors c'était une occasion pour eux de la cité quand même de faire un coucou et marquer une halte également pour saluer la jeunesse de Bobo-Dioulasso dans son ensemble. C'est une jeunesse qui, en tout cas ici, elle n'est pas, moi j'allais dire, elle n'est pas friande donc de revendication. Ici, elle travaille. Parce que comme on le dit ici chez nous, les faits sont têtus. Ils ont fait quelque chose, donc voilà quoi de plus normal que de venir également présenter ici à la télé, que les uns et les autres s'inspirent également. Parce qu'il n'y a pas que la jeunesse de Bobo-Dioulasso. Et il y a également ici à Ouaga, il y a partout dans toutes les provinces, les jeunes. Partout où vous verrez que vous pouvez donc apporter votre touche. Je pense qu'il faut. Dans la commune, là, on appelle ça la gestion participative. Si vous voyez par exemple une route qui est dégradée, si vous pouvez vous organiser avec vos modestes moyens, et puis bon, réhabiliter, vous le faites. Ailleurs, ça se fait. Et ici, pourquoi pas nous? Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Comme également nous avons pu interpeller l'autorité communale de l'arrondissement 10 par rapport à la question du cimetière de Taptenga. Vous voyez, il n'y avait pas de clôture. Les gens venaient, maintenant un mur a été
et ériger Sandrine. Le mur est maintenant en érection. Non, c'est entre nous. C'est entre nous. Donc, vraiment, Jackie, c'est l'occasion pour nous quand même de saluer la jeunesse de Bobo, mais également de saluer également et de demander également à l'autorité également compétente de les accompagner également. Quand vous voyez des jeunes également qui prennent des initiatives, il faut les accompagner. Mais ceux qui ne veulent pas travailler là, il faut les oublier. Merci beaucoup, Géliara. Réaction tout de suite avec notre invité, M. Richard Tchéné, par rapport à ce qui a été présenté. Vous comprenez pourquoi moi je suis apéro. Oui. Voilà, parce que c'est justement ce qu'on appelle dans notre contexte de journaliste la promotion des bonnes valeurs. Okay. Ça veut dire que ça c'est très intéressant de savoir qu'il y a des gens qui se préoccupent de leur environnement. Ils auraient pu nettoyer juste, devant leur porte. Et puis pourvu qu'ils n'aient pas, voilà, ils sont assis. Non, aller dans un cimetière, c'est très important pour la mémoire de ceux qu'on a perdu. Moi, je ne sais pas quel courage souvent les gens ont à venir déverser des ordures. Des gens qui étaient là, qui nous ont été utiles, qui nous ont été chers, reposent en paix. Vous allez déranger, troubler leur sommeil. C'est compliqué. Moi, je trouve que c'est vraiment merci pour ce genre d'interpellation et ce genre de séquences qui amènent les uns et les autres à comprendre que prendre soin de son environnement, c'est très important dans la vie. Merci pour ça. Pour la qualité de votre travail, M. Richard Tchéné, vous avez donc obtenu également des prix, notamment le prix spécial Galian, à la nuit de l'excellence des journalistes et des communicateurs pour le grand reportage donc intitulé SIA, justement les pieds dans les eaux. On parle de Bobo du Lasso. Alors, à côté, il y a eu également en 2013 le prix officiel, donc le prix spécial Galian, la nuit de l'excellence des journalistes donc, et des communicateurs pour le grand reportage intitulé du Nord Mali au nord Burkina avec le statut de réfugié. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que M. Richard Tchéné avait vu les choses arriver? Ce serait bien que les gens écoutent ce reportage. D'accord. Parce que ça va être prétentieux pour moi de dire que j'ai vu les choses arriver. Mais on a eu cette chance-là d'aller dans les camps des réfugiés au Burkina, des réfugiés maliens. Et effectivement, il y avait quelques prémices. D'accord. Voilà. Par exemple, si, on a été... À Mentao, vous allez essayer que vous arrivez, si on allait dans la zone de Djibo, à l'époque, c'est pas le Burkina d'aujourd'hui, c'était... mais quand vous échangez avec les gens, ces réfugiés maliens là, vous comprenez, c'est que la seule prière que vous avez en tant que journaliste, c'était à l'époque de se dire, pourvu que le Burkina ne vit pas cette situation. En 2013, il y avait des camps de réfugiés où vous allez vous trouver des familles qui étaient nobles, qui étaient riches. C'est pourquoi je dis encore une fois, j'insiste sur l'humilité, qui se retrouvent dans des abris de fortune difficiles pour eux d'avoir accès à de l'eau, qui sont contraints à... ces personnes-là contraintes à la fuite et qui se retrouvent dans un pays qui n'est pas leur pays. Une forme de résilience très difficile qu'il ne faut pas se souhaiter. Voilà, donc, en les écoutant, on comprenait déjà les clivages qu'il y avait au Mali entre les populations, les ethnies, souvent liés à la religion. Et ils se sont déportés au Burkina, pays d'accueil, pays d'hospitalité. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait vivre cette situation. Mais effectivement, dans le reportage en question, on soulevait cet aspect-là, de l'intérêt qu'il y avait. C'est un péché de les accueillir? C'est pas un péché, c'est bien plutôt, je dis. On a un pays d'hospitalité, c'était bien. Je disais non, en fait, c'est quand tu les regardes, la façon dont ils mènent leur nouvelle vie. Il faut souhaiter cela à aucun autre pays. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne nous rattrape pas? Bon, de les avoir accueillis. Non, non, pas du tout. Faut pas, non. Non. Ils sont venus. Eux, ils sont venus. Nous, on est un pays d'hospitalité. On les a accueillis, même à l'honneur du Burkina. Bien sûr. Général, merci d'avoir été là. On va te souhaiter une très belle journée. Transition pour accueillir Mika maintenant. La rubrique, donc, c'est quiz au puzzle. Bonjour, bienvenue Mika. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Énergique, Jackie. L'autre reine nous rejoint et cette fois-ci sera face à M. Richard. Merci Jackie, mais je vais d'abord dire bonjour aux téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous et bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Benoît. Benoît qui signifie simplement béni par Dieu. Donc mon beau s'appelle Benoît. On va souhaiter que chacun soit Benoît. Pardon?
Le voisin de mon père. Tonton Benoît. Alors, ce sont des personnes qui sont connues pour être très déterminées, très ambitieux, mais aussi très sensibles. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'il y a à retenir. Et puis, bonne célébration à eux. C'est pas pour rien que nous avons accepté de donner notre soeur à Benoît. Benoît Lengani, mais aussi c'est un bissant. D'accord. Alors, on va aller. Ça marche. Bonjour, cher invité. C'est un puzzle que je m'avais vous proposé. Ah. Oui, et vous allez essayer de deviner en fait qui se cache derrière une image cryptée. Donc pour ça, je vais vous demander de fixer l'écran sur votre gauche. Et l'image va arriver. Il y a des indices? Oui, je vais vous donner quelques indices. Et puis, ah ouais, le réel, il est complètement de mon côté aujourd'hui, là. Voilà. Il a mis ça tout en bas. Lui, c'est Yacouba Pierre Diasso. Aïe. Il est le premier commandant africain de la base aérienne de Ouagadougou. Voilà. Oh. Doucement quoi. Allez. Tu sais, avec M. Tiennet, on s'amuse pas. Voilà. Franchement, on s'amuse pas un peu. Sérieux comme ça. Bon, je me dis que vous avez un timing. Oui, bien sûr, Mika. Non, Mika, tu sais. Oh, je t'adore, Mika. Ça va aller. J'avoue, ça me fait mal. Non, tu sais, bon, on va. Alors, M. Tiennet, vous êtes fort. Il est fort. Merci. Il est fort. Il est fort, c'est confirmé. Alors, pourquoi être allé chercher ce monsieur-là et puis travailler sur les reportages, tout film, tout ça? Ok. D'abord, c'est vrai qu'on me connaît en tant que journaliste, reportage factuel tous les jours, mais j'adore les productions biographiques. Voilà. Parce que pour moi, peut-être qu'un jour je ferai un documentaire sur Jackie. Ça peut être intéressant. Oui. Voilà. Pour moi c'est bien que pour l'histoire. Vous allez parler dedans. C'est bon. Voilà. Donc pour moi, au Burkina, c'est peut-être un avis que certains ne partageront pas. Je pense qu'on ne fait pas assez la promotion des autres. C'est-à-dire entre nous, c'est-à-dire il n'y a pas une réelle promotion. Ça ne valorise pas ça. Voilà, une valorisation du capital humain. Oui. Pour faire dans le jargon politique. Il n'y a pas. C'est pas aussi perceptible que cela, c'est timide en fait. Oui. Donc, vous avez remarqué avant de faire ce que je fais aujourd'hui avec ma boîte de production, qui s'appelle comment déjà? GECOM, Génération Concerne Production. Avant cela, j'ai reçu pas mal d'autorités d'un certain âge sur une chaîne de télévision où l'idée était de faire leur portrait. Moi, je suis honoré à ce jour d'avoir interviewé quelqu'un comme Tiemoko Garango, Idrissa Ouedraogo, Nabaloum Draman, Victor Démé. C'est des archives qui restent. En cela, je salue le travail que la RTV fait. Mais prière, je demande aux responsables de la RTV, ça c'est vraiment une prière. Appuyée par tous ceux qui le peuvent. Ne dites pas que c'est aux autorités, c'est au ministère de la communication de le faire. Il faut qu'on ait un service d'archivage fiable, durable à la RTV. Mettons les moyens pour que dans 40 ans, si quelqu'un décide de faire une thèse sur Apéro, qu'il ait quand même les images. Voilà, je pense que les services des archives là, ils font déjà un travail remarquable. C'est le lieu de les saluer. Il faut saluer ce travail qu'ils font. Il faut les accompagner en leur donnant plus de moyens dans le travail qu'ils font. Parce qu'en termes d'archivage, c'est lourd, c'est cher. Bien sûr. Il faut accompagner ce service. Moi, ça m'a été très utile, les archives ici, pour faire le film sur Thomas Sankara. Lui, il est premier commandant de la base aérienne du Burkina. C'est le premier commandant africain parce que c'était géré par des Européens. Voilà. Et Yacouba Pierre Diasso est dans son coin, colonel de l'armée à la retraite. Et oui, tous les jours on le voit, il va qu'à ses occupations, il va dans son village, il soutient tout le monde. Et puis rien. En fait, il n'y a rien sur lui. Pas de vidéo, rien. Comment on peut expliquer ça? Premier commandant africain de la base, spécialiste des hélicoptères. Souvent difficile à piloter que les avions. Il a réalisé des prouesses pour l'armée, la base aérienne. Il était donc important de marquer une halte pour les D'accord. Voilà. Et il n'y a pas que lui. Et moi, je pense que la RTV, dans ce sens aussi, fait beaucoup d'efforts à travers des interviews et le portrait de certaines personnalités. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir diffuser donc ces éléments sur la RTV?
C'est passé sur la RTB. D'accord, super. Voilà, c'est passé sur la RTB. C'est déjà bien. Alors donc, à l'occasion, nous allons peut-être avoir un extrait de ce reportage, de ce portrait. Ça va nous permettre également d'aller donc ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Alors Mika, pour terminer. Pour terminer, qui mieux que ce monsieur-là qui a réalisé un reportage sur l'image qu'on avait ce matin pour en parler. Ce que moi je vais juste dire, c'est que c'est vraiment saluer le travail qui a été fait, parce que c'était hyper important de revenir dessus. C'est un monsieur qui a bossé, qui est parti mais de très bas pour monter, aller apprendre à piloter des avions, ce qu'aucun Africain ne faisait. Voilà, il fallait même aller chercher ailleurs pour venir. Voilà. Et puis arriver jusqu'à devenir le commandant de la base aérienne du Burkina Faso, c'était de Ouagadougou. C'était quelque chose qu'il fallait saluer, il fallait mettre en exergue. Malheureusement, il s'est retrouvé un peu mis à l'écart, en exilé, à Abidjan sous la Révolution. Voilà. Du coup, c'était vraiment important de revenir dessus. Mais moi, j'ai envie aussi de demander... On a fait l'émission de Mika déjà, et c'est pour ça que j'ai dit pour terminer. Donc, s'il n'y a plus grand chose à dire, on va peut-être libérer la question. Peut-être qu'il aura le temps de répondre succinctement, rapidement. Oui. Non, mais elle a dit que la Révolution n'a pas fait que de bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on en parle... Est-ce que la Révolution n'a fait que de bonnes choses? Insensé. Ou pas de bonnes choses? Pour une réponse très brève, oui, bien sûr. Parce que je mets à la disposition de la télévision nationale le film Thomas Sankara, l'humain. D'accord. Voilà. Oui. Voilà. C'est très parlant. C'est très parlant et je pense que ça résume tout déjà. Et très rapidement, la voix de l'Allemagne. On peut faire des erreurs. La voix de l'Allemagne et moi, je suis correspondant de la Deutsche Welle. Quand je venais tout à l'heure, on me commandait des reportages par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc je continue de produire pour c'est mon média. D'accord, c'est votre média Radar Info Burkina. C'est mon média aussi, directeur de publication de Radar Info Burkina. Alors, monsieur Richard Tiéné, pour réussir dans ce métier, qu'est-ce qu'il faut en 2 mots? Il faut se dire que ce qu'on a fait hier n'est plus sera plus valable demain. D'accord. Et qu'on ne peut pas dormir sur ses lauriers. Je suis bon, c'est pour aujourd'hui. Demain, si tu fais une petite bourre, les gens vont beaucoup en parler, mais ça ne t'empêche pas de rattraper ça en produisant quelque chose de mieux. Et que les gens comprennent qu'on est des humains. Voilà, et qu'on peut faire des erreurs, qu'on n'est pas parfait. Et aussi écouter ses aînés. Est-ce qu'on peut commander des reportages documentaires avec vous? Avec plaisir, ça numéro de téléphone 78 87 61 27. Merci d'être passé nous voir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres belles aventures. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso.